Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Je voudrais excuser Madame Maïté Udry qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, qui aurait souhaité être là. Et simplement, on en parlait tout à l'heure, rappeler que l'organisateur, je dirais, principal de cette réunion qui Retreil, notre ami Bruno Foucard, nous a malheureusement quittés. Il a pu voir le livre, je dirais, quelques semaines avant son départ. Et voilà, donc c'est un peu en pensant à lui que nous sommes là aussi, ainsi que notre grand ami Marc Dachy, qui lui est parti il y a maintenant, je pense, 2 années, et qui avait apporté à ce colloque une note un peu inattendue, puisqu'il avait amené l'esprit d'Ada dans ce lieu, et on nous avait d'ailleurs fait écouter un disque, je ne sais pas si tu te souviens. Et donc voilà, ces 2 amis nous ont quittés. Je voulais remercier Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, qui est à la base de ce livre, puisque nous avons déjeuné un jour il y a longtemps, maintenant ensemble, avec Bruno. Et tu as évoqué cette idée qu'on pourrait faire un livre dont le point de départ serait une utopie, celle des treilles. Et une utopie qui a traversé, je dirais, les temps, les années, parce que souvent les utopies sont quand même éphémères, et avec cette idée assez originale de Michel Serres, qui était de faire une île de la pensée, et une île où on ne doit pas amener ses bagages, on vient et d'une certaine manière, on est à la fois sur le podium, et en même temps on est dans la salle, puisqu'il n'y a pas d'autres auditeurs, à part le personnel formidable des traits, je dirais, qui nous écoute, et on peut avoir des échanges extrêmement stimulants, un peu comme dans l'émission C'est dans l'air. Vous voyez cette émission-là, C'est dans l'air, hein, où ce ne sont pas des politiques qui parlent, mais des gens qui viennent du monde je ne sais pas, des sciences, de l'économie, etc. Et donc ils ne se battent pas entre eux. Hein, voilà. Donc ce livre, qui est le résultat de ce colloque, a mis un peu de temps à se faire, mais c'est normal parce que c'est un gros livre, il y a beaucoup de pages. Il y a un message. Il y a un message, oui. Et voilà, c'était... je voudrais vous dire combien, d'abord, c'était compliqué de faire ce livre, parce qu'il fallait faire un choix, puisque nous ne pouvions être que 20. Il y avait une quantité de sujets beaucoup plus grande. Et donc, voilà, on pourrait encore faire 3 livres sur le même sujet, avec d'autres lieux, d'autres sites. Et l'idée de base, c'était de parler de lieux qui, comme les treilles, ont été portés par une idée. Pas simplement un beau domaine, un beau château, un beau jardin, mais des lieux avec une profondeur, avec c'est un peu drôle de dire ça, mais avec une âme, disons, même si c'est pas vraiment ça que nous voulons dire. Mais, et on a donc sélectionné un peu arbitrairement une série de lieux pour couvrir un arc le plus vaste possible. Alors, William a lui tout seul a couvert tout l'arc ésotérique, ce qui était pas mal. Voilà. La philosophie, la musique, tout ce qui appartenait à ce domaine-là. Nous avons eu un très cher ami américain qui nous a exposé les déboires de Taliesin West, et qui est un chapitre un peu édifiant, faut-il le dire, puisqu'on apprend que Wright n'était pas tout à fait l'homme qu'on pensait être. Voilà, et qui était quelqu'un qui était quand même pas ordinaire en matière de gestion de son agence. Il avait ses failles. Oui, c'est plus grand, assez grande. Voilà. Mais c'était un peu, on l'a invité parce qu'il avait publié aux États-Unis un livre qui racontait comment la dernière épouse de Madame Wright,
lui avait sauvé son agence. Il lui dit, Wright dépensait tout l'argent qu'il avait, mais ça c'était connu, et celui qui n'avait pas non plus. Mais il lui dit, on va faire venir dans ton agence des jeunes gens qui vont payer. Voilà. Et elle a fait ce pari, et immédiatement, les jeunes gens sont venus du monde entier. Beaucoup de Japonais, voilà, des Allemands sont venus travailler en payant chez Wright, et ça lui a permis d'avoir une agence, au fond, qui fonctionnait. Voilà, je ne sais pas si on peut faire ça aujourd'hui. Les architectes, ça fait une phrase. Voilà, et cette Madame Wright était une Russe qui a toujours gardé des liens avec son gourou qui était Gurdjieff, et elle avait tout s'explique. Elle avait eu le plan de s'emparer avec Gurdjieff de la propriété de Wright, Taliesin Ouest. Et parce qu'elle était restée en contact avec Gurdjieff, c'était une danseuse de l'équipe de Gurdjieff, et elle était sensible à l'architecture. On peut dire qu'elle était surtout sensible à épouser Wright, voilà. Et alors, ce livre de cet ami américain raconte comment on a fait un guet-apens avait été organisé pour que cette dame se trouve dans une loge à côté de lui, à un opéra à Chicago, et qu'elle en garde la conversation, et voilà. Et c'est intéressant parce que ce lien soviétique est resté dans le temps, et quand le successeur de Wright, Wesley Peters, est devenu le patron de l'atelier d'architecture, il a épousé alors la fille de Staline. Il l'a épousée pour son argent, et quand ils ont utilisé l'argent, ben voilà, on s'est quitté. Donc, oui, c'est intéressant de voir le fonctionnement aussi d'une agence par l'intérieur. Ça n'enlève rien au génie de cet architecte, mais ça montre, si vous voulez, comment, voilà, et cet architecte américain nous a exposé très précisément, au fond, cette aventure. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on s'est attaché à des lieux qui étaient quand même, qui avaient une histoire, pas toujours je dirais la plus conventionnelle, et voilà, donc bien entendu c'est Jean-Baptiste qui a eu la charge de parler de Pierre Barbe, puisqu'au fond Jean-Baptiste Minard est l'auteur de la première monographie de Pierre Barbe, hein, Jean-Baptiste. Ça remonte à loin. Voilà. on va faire un autre livre sur Pierre Barbe, n'est-ce pas? Voilà, et je pense en effet que Maïté Udry voudrait faire un livre sur le mobilier de Pierre Barbe. On n'a fait que survoler dans le livre, en réalité il a produit beaucoup de meubles, et à l'époque on ne s'y est pas intéressé. Mihail Moldoveanu, qui vient de m'appeler pour me dire que, comme il habite à Barcelone, il ne pouvait pas nous rejoindre, mais qu'il était avec nous, a parlé de Sagaro, au fond, une entreprise assez étonnante d'un industriel de Barcelone qui construit une cité-jardin où vont se retrouver toutes les stars de l'époque. Voilà. Et c'est là que sera tourné, je pense, quelques scènes de Monsieur Arkadine ou Arkadin, je ne sais pas comment on dit. Arkadine, le film de Wells. Autour de Cap Martin, eh bien, tu nous as présenté, toutes ces célébrités. Il y en avait en tout cas deux. Il y a le Corbusier et Liane Gray qui étaient là. Il y en a d'autres apparus. Et les peintres. Oui, mais mon propos n'était pas tellement autour du Cap Martin. C'était le parallèle entre deux utopies. L'une autour de Tinguely et Niki de Saint-Phal et Rainer von Essen, et l'autre qui était le Cap Martin, qui sont toutes les deux dans le même département, et qui étaient en fait deux utopies dans la campagne méditerranéenne, l'une sur le bord de la mer, l'autre à l'intérieur. Et la conclusion étant, mais c'était une idée à l'époque de Pierre-Antoine Gatier suite à une discussion sur Chantigny, dans les deux cas, il s'agissait de maisons qui étaient des maisons éclatées, où chaque pièce, chaque fonction de pièce était dans un bâtiment indépendant du voisin, la chambre dans un bâtiment, la salle de bain dans un autre, la cuisine dans un troisième, et comment une utopie autour de la nature s'était construite dans ces deux projets qui n'avaient rien à voir, parce que chacun ne connaissait pas l'autre, mais qui se trouvaient par le hasard, pas très loin à proximité l'un de l'autre. Ce qui nous ramène à cette image que vous avez dans le livre, qui est la restitution de la villa de Pline par Léon Créé,
où c'est la première fois dans toute l'histoire des restitutions qu'un architecte affectait une pièce à un bâtiment. C'est-à-dire, au lieu de traiter des bâtiments qui s'étendent de toutes parts, la salle à manger devient un bâtiment. Voilà, donc ça, ce qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, si tu veux, voilà. Il affecte une pièce de chaque bâtiment ou un bâtiment à chaque pièce? Un bâtiment pour chaque pièce. Voilà. Et quand je parle de Pierre-Antoine-Gatier, c'est parce que dans le hameau de Chantigny, il y a ce système qui est organisé comme une folie et où chaque pièce est un petit bâtiment séparé du voisin et avec une communication par l'extérieur pour aller de l'un à l'autre. Voilà. Et avec une communication qui en elle-même est passionnante, puisqu'elle relève de l'art du jardin. Et en fait, les cheminements qui mettent en scène la distribution, en fait, sont ceux qui révèlent la vraie connexion. C'est-à-dire que vous pouvez aller de la salle à manger au billard, et vous ne pouvez pas, sauf si vous marchez dans l'herbe, aller du billard au salon. Et en fait, donc il y a cet éclatement de l'appartement, une série de pavillons, c'est passionnant. Et ensuite, il y a le système des connexions qui sont traitées et mises en scène. Et donc nous avions échangé avec François, avec bonheur, sur cette utopie. Et c'est d'ailleurs un thème qu'on pourrait suggérer à Jean-Baptiste Minaire, qui serait tous les exemples et toutes les constructions de ce type-là qui ont été faites en Europe, peut-être même aux États-Unis. Je pense notamment à celle exceptionnelle qui avait été faite à Genneval, près de Bruxelles, où autour du lac, on a reconstruit tous les pavillons de Marie-Antoinette. Il en reste 2 ou 3 aujourd'hui, mais ça veut dire que cet ensemble a eu un succès international à tel point qu'on en a construit dans différents lieux, et ça pourrait faire un beau sujet de recherche, de trouver ce qui subsiste, je dirais, de ce rêve de Marie-Antoinette exporté un peu partout en Europe. C'est plus une île, ce sont des archipels, si je comprends. C'est vrai. Bon, on y reviendra effectivement. C'est Parce un que autre sujet de... Pierre Barbe a produit les archipels entre le domaine des Treilles, Vinagre pour le cousin Pierre Schlumberger, Aiglemont pour l'Agacan. À chaque fois, ce sont un peu des utopies, effectivement. On en reparlera tout à l'heure. William a évoqué pour nous 3 demeures philosophales, mais il va en dire un mot tout à l'heure. Et Claude Laroche, qui nous a rejoint depuis Bordeaux, et malgré la grève, nous a parlé de Arnaga à Corbon-les-Bains, et qui est un lieu que nous connaissons bien depuis longtemps, grâce aussi à Geneviève Mesuret, qui nous a beaucoup guidé, Claude Lasserre, qui nous ont beaucoup guidés au Pays Basque. Katia Pechnik qui nous a pas rejoint. Le Festival de Cannes. Ah, le Festival de Cannes. C'est un mauvais choix. Ce sera noté, le grand. Il nous a parlé des Noailles et du château que Modeste Evans leur a construit hier. Marc Dachy nous a parlé de Merzbow de Kurt Schwitters. Les Merzbow, parce qu'il en a construit plusieurs, de Kurt Schwitters, le principal ayant été détruit pendant la guerre. Je vous ai parlé de la présentation de Harold Zellman sur Frank Lloyd Wright. Et nous avons un texte de quelqu'un qui ne nous a pas rejoint, et on a mis son texte dans le livre, qui était une autre île, l'île de Gabriel D'Annunzio, le Vittoriale des Italiens. Pour ceux qui n'ont jamais visité ce lieu, je vous en conseille la visite, parce que c'est absolument extraordinaire. C'est une sorte de... pour qu'au fond, D'Annunzio reste calme, Mussolini, à travers l'État italien, nous donnait tout l'argent qu'il fallait pour qu'il se stabilise dans une propriété sur le lac de Garde. Et en effet, un des éléments les plus extraordinaires de ce site, c'est la proue du bateau Puglia,
qui a été offert par la marine italienne à D'Annunzio, en hommage à Fiume et à son action héroïque. C'est vraiment une propriété, en dehors même de la maison, qui est très, très caractéristique du Capharnaüm de D'Annunzio, mais la propriété est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un texte qui a été fait par Dario Matteoni, qui était le conservateur du patrimoine des villes de Pise et Livourne. J'ai moi fait, je suis l'ordre ici, j'ai fait un court texte sur les dessins d'Eliel Saarinen, qui est une fascination que j'ai pour Saarinen, et une fascination plus précise pour ce qu'on appelle l'architecture nationale romantique. C'est-à-dire comment des architectes, à partir de rien, et les Finlandais, ils n'avaient rien, vont inventer une architecture nationale à partir de rochers, d'un bout de bois, et évidemment, ce ne sont pas les seuls. Les Hongrois, à partir des manteaux de berger, ont inventé une architecture nationale. Les Belges, craintifs à la fois des Français et des Hollandais, ont inventé une architecture nationale qui était le néo-gothique flamand qu'on a trouvé dans toute la Belgique. Et voilà, donc cette passion m'a conduit à dire quelques mots sur ce très beau dessin d'Eliel Saarinen. L'architecture nationale romantique est toujours très éphémère, elle dure très très peu de temps. Elle a duré même pas une dizaine d'années, si vous voulez, mais elle a produit des dessins et des œuvres qui sont toujours très émouvantes et parfois très inquiétantes aussi. Parsifal à Versailles, c'est aussi William qui nous a parlé des architectures inspirées de Louis II. La chapelle musicale Reine-Élisabeth a été traitée par Alice Verlaine-Corbion. Une autre île près de Bruxelles, à Argenteuil, c'est-à-dire un lieu où vont pouvoir venir tranquille, loin des bruits de la ville, des musiciens, et séjourner pendant un certain temps. Les domaines de la déraison, il y en avait beaucoup, il a bien fallu faire des choix. Et Viviane Delpech nous a parlé d'Abadia, ce très beau domaine, intact presque, non? On peut dire qu'il est intact, qu'il n'y a pas eu de transformation. Il y a l'Institut qui le conserve. Moldovanou nous a fait une dernière intervention sur, au fond, un rêve, qui est une Felifonte, qui est un parc d'attractions italien loin, presque au bout de la botte de l'Italie, qui a fermé ses portes aujourd'hui et qui était construit sur l'idée d'une civilisation antique disparue. Voilà. Voilà un peu, si vous voulez, quels ont été les sujets qu'on a débattus pendant cette semaine formidable que nous avons passé au Treil, et dont le souvenir, bien entendu, est inoubliable, qui m'avait bien. Voilà. Et donc, en couverture, un très bel hommage rendu alors à ce fabuleux domaine des Treilles, avec, je pense, des sculptures de Takis, c'est ça, devant les boules de Takis. Les boules de Takis, voilà. Voilà donc, alors maintenant, écoutez, moi je vais vous passer la parole, peut-être à toi d'abord. C'est ce qu'il y a de mieux, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà. En fait, j'ai beaucoup d'admiration pour les Treilles. J'ai sans doute découvert, grâce à Marie-Vonne de Saint-Fulgent, et je l'en remercie encore très chaleureusement, j'ai sans doute découvert les Treilles après vous tous. Et j'ai bénéficié de vos travaux théoriques et vos analyses. J'ai eu le coaching de François Govel et je suis en totale admiration devant alors je ne sais pas s'il faut appeler ça cette architecture. Je crois que je reprendrai les termes de ton introduction. Alors, je pense que c'est un espace conceptuel où est inventée cette idée d'un grand lieu de rencontre. Et la fusion qui s'est établie entre Madame Gruner, Pierre Barbe est sans doute une leçon
unique et extraordinaire. Et je ne savais comment préparer notre séance ce soir. En fait, j'ai regardé quelques photos dans l'ouvrage qu'elle a publié, et il y a une photo emblématique. On la voit échanger avec Pierre Barbe autour d'un plan, et c'est elle qui tient le crayon. Donc je pense que c'est peut-être ça la première image que je retiens. L'autre image que je retiendrai, c'est cette capacité, à mon avis, unique de Pierre Barbe à développer cette utopie construite en étant capable tout à la fois de mettre en valeur une ruine, de conserver des maisons vernaculaires existantes, de construire un ouvrage, des maisons, nos maisons, et il faudrait trouver le terme juste, nouvelles, de transformer totalement des maisons existantes pour faire quelque chose de nouveau, grande maison. Il sait se déployer dans ce grand territoire, il sait rénover, construire, transformer. Je pense que c'est l'autre leçon que je retiens de Creil. Et bien entendu, avec une cohérence, une subtilité unique dans cette relation qui existe entre ces différents modes d'intervention. Et puis, mais je dis des choses que vous avez tous vues bien avant moi, mais il y a cette fusion qui s'établit entre l'architecture, le jardin, le grand paysage. Et cela passe par une espèce de travail sur la monochromie, sur la matérialité, où tout s'exprime autour d'une roche beige, grise, jusqu'aux œuvres de Max Ernst. Donc il y a, peut-être la troisième image, ce serait une photo monochrome dans un ton beige unique, qui est cette couleur choisie par Madame Gruner pour sa chambre, pour les dallages de sol, pour les meubles de bibliothèque de Pierre Barbe, jusqu'au gris des étincelants des oliviers. Donc ce travail sur la monochromie est quelque chose d'incroyable. Je pense que les photographies qui nous entourent, en fait, sont à l'écho de cette colorisation extrêmement subtile. Alors, c'est une leçon d'architecture. Et ce que vous portez tous, c'est la transmission de cette leçon d'architecture. Et il me revient, à vos côtés, de conserver. Alors, ce mot est profond. Je pense que c'est une éthique de la restauration. Il ne s'agit pas justement de restaurer, il s'agit de conserver avec une approche très minimaliste. Pierre Barbe est un grand constructeur. C'est l'autre, peut-être la quatrième image que je retiendrai. Et Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, Madame Bourjade m'ont demandé, grâce à Laetitia, de trouver les interventions qui devaient être réalisées. Alors, il ne s'agit pas d'inventer un projet d'architecture. Il s'agit au contraire d'une façon très minimaliste et raisonnable de résoudre ce qui permettrait de transmettre pour longtemps cette utopie incroyable. Alors, il faut reprendre une couverture, il faut traiter une menuiserie. J'essaye de conceptualiser en fait ce qu'il faut faire sur Pierre Barbe. Alors, je pense que en fait les désordres d'une architecture reflètent la façon dont elle est construite, reflètent en fait le rêve qu'il a porté. Et par exemple, le premier chantier que nous réalisons ensemble, grâce à Laetitia, c'est
la stabilisation du sol de salle à manger, c'est la restauration de la terrasse extérieure de grande maison. Alors on peut dire, salle à manger, c'est une restauration d'un dallage de sol. La terrasse au devant de grande maison, c'est la restauration d'une terrasse extérieure percée de 2 fosses pour y planter des pins. En fait, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est le rêve incroyable de Madame Gruner et de Pierre Barbe d'avoir une architecture où finalement il n'y a pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc le problème technique auquel a été confronté Pierre Barbe, c'est de stabiliser des sols un peu à la manière de Frank Lloyd Wright. Voilà, l'extension de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ce sont sur ces lieux, ces espaces limites que se posent les problèmes de conservation. La terrasse de grande maison, elle s'étend devant. Mais le jardin rentre à l'intérieur. Donc les pins, les fosses de plantation des pins ont percé les étanchéités. Et comme il fallait qu'il n'y ait pas, avec M. Fisch, de rupture entre l'intérieur et l'extérieur, les racines des pins, on veut finalement percer la terrasse. Donc, le travail de conservation, finalement, il nous renseigne sur le rêve construit de Pierre Barbe. Nous traitons le sol de la salle à manger. Grâce au travail de recherche incroyable que vous avez conduit, vous avez retrouvé des éléments de terre cuite très semblables aux éléments originaux. Et donc, il y avait des fissures dans le sol. L'architecte conservateur traite les fissures. Eh bien non. En fait, cette salle à manger, c'est un dallage, et ce dallage est posé sur des remblais de maçonnerie. Ces remblais de maçonnerie, c'est la réutilisation des éléments de démolition de la maison d'avant. Et c'est la tentative de créer une terrasse sur le sol irrégulier de ces affleurements rocheux. Donc, les altérations, en fait, limitées des projets de Pierre Barbe, en fait, ce sont celles qui racontent son histoire. Autre intervention que nous allons préparer, la restauration de toiture. Pierre Barbe, et Jean-Baptiste le dira de manière beaucoup plus savante que moi, est un homme qui interroge l'histoire, qui interroge les savoir-faire et qui manie parfaitement les matériaux de la modernité. Et donc, certaines toitures, lorsqu'il construit un lieu neuf, ce sont des toitures avec des versants en béton armé. Donc il y a aujourd'hui des problèmes de dilatation de ces dalles. Donc là encore, les désordres, je n'ai pas employé ces mots-là, parce que ce ne sont pas des désordres, ce sont les évolutions naturelles de son rêve bâti. Il a voulu créer des grandes terrasses en béton armé, mais aujourd'hui, ces terrasses en béton, des problèmes de dilatation, et se fractionnent. Donc en fait, nous accompagnons l'évolution technique du projet de Pierre Barbe et de Madame Gruner. Et donc, avec beaucoup de respect, sans jamais remettre en cause les choix techniques que nous avons faits, nous essayons de stabiliser cette œuvre, cette utopie, ces couleurs. Et puis enfin, c'est une leçon d'architecture, de distribution, la qualité des espaces. Enfin, c'est dingue. C'est merveilleux. Olivier, et toi qui as accompagné pendant tant d'années Pierre Barbe, tu partages cette vue Alors c'était à la fin seulement, donc je ne sais pas s'il y a des ordres encore dans l'agrandissement de la bibliothèque. Non. Non. Mais est-ce que nous accepterions, Madame la Présidente, que nous retirions de mon vocabulaire le mot désordre? Ce n'est pas désordre. Il faut inventer un autre... Les évolutions naturelles, voilà. Les conditions climatiques sont tuées, donc Oui. les choses peuvent bouger. Oui. Quand vous parlez d'étalage, c'est l'étalage de la de la grande maison. Oui, Oui. la grande maison. Oui. Oui. La grande maison était construite sur une rue Oui. ancienne. Donc en effet, il y a dû y avoir une hétérogénéité, c'est assez hétérogène, et en plus, elle a débordé le périmètre de la Voilà. rue. C'est ce rêve de débordement. C'est ça que je trouve C'est toujours incroyable. délicat quand quelque chose est construit sur les
des fondations anciennes. Le Pierre Barbe l'a fait plusieurs fois parce que dans différents clients, il lui est arrivé de démolir des maisons et d'en reconstruire une autre qui n'avait pas exactement le même périmètre. Donc il a dû, il connaissait un petit peu les problèmes liés à ça. Quand vous parlez aussi des toitures, de mémoire, on avait utilisé puisque moi, la partie que j'ai vu construire, c'est pas la maison de Mme Séférian, puisque là, elle s'en est occupée elle-même, mais les deux maisons, la maison en S et la maison en H, au départ, elles s'appelaient comme ça, qui font un petit peu comme un lotissement. D'ailleurs, il a fallu défendre auprès de la mairie, pour bien expliquer que ça n'était pas un lotissement, mais qu'il y avait des besoins d'investissement. Il a fallu défendre, pas le contrat, mais la justification de ces maisons. La mairie a accepté le permis de construire. Et là, de mémoire, on avait utilisé des plaques en terre cuite comme des ballons de terre cuite. Et en fait, toutes les autres maisons ont été faites comme ça. Et celle-là aussi. C'est bien ça. Tout à fait. Et ça, en effet, comme dans les maisons anciennes provençales, avec le soleil, avec l'hiver, ça peut bouger. Là, je pense que se tiennent bien. Alors, justement, est-ce que je peux me permettre de poursuivre? Donc, il existe ces stigmates de vieillissement et de ce rêve d'étendre les maisons, quel que soit le sol périphérique. Mais si j'insiste sur ces points, cela signifie en creux que tout ceci a été construit avec une science incroyable, maintenu avec soin et engagement, et donc voilà, une qualité de conservation de cet ensemble. Les plus grands problèmes, ce sont les piscines. Ça... On va peut-être maintenant demander à Jean-Baptiste qui a bien connu Pierre Barbe. Oui. Et moi j'étais très sensible à ce que Pierre-Antoine vient de dire, et c'est vrai qu'une Arcadie, c'est quoi? C'est en fait c'est un rêve qui est partagé, et dans l'histoire de l'architecture, les architectures qui fonctionnent bien sont celles où il y a sinon une fusion, tout au moins une symbiose d'idéaux entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et au Treil, il n'y a pas simplement Annette Gruner et Pierre Barbe, mais il y a aussi le paysagiste Henri Fiche. Et ce que tu disais, Pierre-Antoine, à propos de la manière dont les pins qui sont sur la grande terrasse règlent ou donnent la cadence de l'entrée de la végétation dans l'œil de ceux qui sont dans la maison, c'est Henri Fiche qui nous le disait. Pierre Barbe disait à Henri Fiche, bon, Henri, vous nous mettrez quelque chose là pour assurer la transition visuelle. Et Pierre prenait un grand soin à ne pas empiéter sur les prérogatives du paysagiste et dire oui, mais Henri saura régler le problème. Et donc, et Henri Fiche posait, plantait des pins ou des végétations volontairement monochromes. Et Henri Fiche disait, il avait eu quelques conflits avec les jardiniers de la Fondation Mag, et quand il a construit, quand il a aménagé les jardins de la Fondation Mag, on a voulu lui imposer des pétunias et toutes sortes de choses polychromes, et Henri Fiche, avec Aimé Mag, a réussi parce que Aimé Mag avait bien compris l'approche d'Henri Fiche, c'est de dire, la couleur, c'est sur les toiles, c'est en simètre. Et donc, le bâtiment doit être entouré d'une végétation monochrome, ça tombe bien, c'est celle de la Provence. Et il y a cette même approche, on le voit très bien d'ailleurs dans la couverture de cette très très bel ouvrage, avec cette très belle photo de Dominique Lauger, qui a bien rendu dans sa... moi j'avais été fasciné par les photos de Dominique Lauger parce qu'il a rendu ce que la Provence peut avoir de dur, d'âpre. La Provence, c'est pas bucolique. La Provence, il y a quelque chose de tragique dans la lumière, dans le vent, dans la minéralité. Et Dominique Lauger a bien montré cette gamme de gris. Et ça, Henri Fiche l'a bien compris. Il y avait une transition extrêmement subtile entre le grand paysage, le massif des Morts, la plaine de Draguignan qui est en contrebas, qui d'ailleurs pose problème parce que finalement il y a une sorte de périurbanisation qui est en train de manger les horizons des Treilles. Et moi qui commence à travailler un petit peu sur la question de la périurbanisation, là on a un vrai problème, c'est-à-dire progressivement, c'est la métaphore de la peau de chagrin, les Treilles visuellement se contractent.
Mais Fisch avait bien compris cet enchaînement des échelles, et à la fin, il y avait l'intervention de Pierre Barbe qui traitait de la maison dans son rapport au nivellement, à l'horizon. Et ça, c'est Olivier Perrault qui me l'a dit un jour, on est en train de dialoguer à propos de la maison Lamonite, qui a été construite en 1966. Et je posais la question à Olivier, Pierre Barbe nous avait déjà quittés, et je disais à Olivier, mais pourquoi n'avoir pas créé de grandes baies qui cadraient ce splendide paysage? Et Olivier disait, mais Pierre avait toujours en tête cette idée, n'imposons pas le paysage. Le paysage, on sort de la maison pour le regarder, sinon ce sont des petites fenêtres qui cadrent le paysage et qui nous permettent une certaine intériorité qui est celle de la maison. Si vous voulez le paysage, vous sortez sur la terrasse. Et ça, c'était intéressant parce que Pierre Barbe, mais c'est le cas d'autres, peut-être que Frank Lloyd Wright à Taliesin, à Spring Green, ou à Taliesin West, dans l'Arizona, a eu cette même approche, c'est de dire l'architecture doit évidemment dialoguer avec le paysage, mais il n'y a pas nécessairement une volonté culturaliste romantique comme on peut l'avoir par exemple chez notre Finlandais bien aimé Saarinen, Eliel Saarinen. Chez Pierre Barbe, il n'y a pas cette volonté rétroactive de vouloir faire parler l'histoire. Et ça, c'est un grand enseignement que j'ai eu de lui. Moi, je me souviens en 1986, j'avais 22 ans et j'étais confronté à Pierre Barbe qui avait rencontré Le Corbusier. Et j'essayais de le faire parler sur les congrès internationaux d'architecture moderne, c'est les déjeuners qu'il avait eu avec Walter Gropius, avec Ernst May. Et Pierre Barbe dit, vous savez, moi, les Siam, j'y étais allé parce que je parlais allemand, ça m'intéressait peu. Moi, ce que je préférais, c'était être avec mes clients. Et Pierre Barbe m'a cassé tous mes mythes. Et puis à la fin, je l'écoutais et je m'apercevais en fait que le rapport que Pierre Barbe avait au mouvement moderne, puis à cette architecture soi-disant classique, c'était en fait un rapport de continuité. Et c'est très étrange. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'Arcadie d'Etreg de Pierre Barbe fonctionne si bien dans le temps long, c'est qu'il n'y a pas de volonté de faire parler l'histoire au-delà de ce qu'elle a à nous dire. Et Pierre Barbe disait, je fais appel aux artisans quand ils ont encore quelque chose à dire, mais quand les artisans ne savent plus, ne maîtrisent plus les techniques, je n'ai aucun problème à utiliser un linteau en béton armé. Et dans la laiterie de Vinagre, pour le cousin rival Pierre Schlumberger, une splendide laiterie avec la ferme avec une splendide laiterie qui rappelle celle de Compiègne, de Rambouillet, pardon. Pierre Barbe, à un moment, on a une voûte d'arête en granit. À un moment, il met un arc en plein cintre en béton armé bouchardé. Et c'est pas du tout un chameau. Et ça fonctionne très bien. Il dit, structurellement, il n'y avait pas... Le béton armé était la meilleure solution. Et on y est allé dans une logique qui est non conflictuelle. Et d'une certaine manière, le mouvement moderne fonctionne souvent avec, en se construisant sur un conflit par rapport aux temps industriels, à volonté de retrouver le rêve perdu de la nature, d'aller chez Thoreau ou chez Jean-Jacques Rousseau. C'était peut-être implicitement le rêve d'Annette Schlumberger, mais Pierre Barbe lui a donné une dimension qui n'est pas rétrospective. C'est une Arcadie d'aujourd'hui. Et quand Pierre Barbe disait, mais je n'ai plus les artisans d'aujourd'hui, eh ben, je vais faire appel à aux artisans d'hier, je vais faire appel à la technologie d'aujourd'hui. Pierre Barbe n'est pas régionaliste, il n'est pas historiciste, on peut même pas dire qu'il soit éclectique au sens historique du terme, c'est quelqu'un qui travaille dans les continuités possibles. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, et Pierre Barbe, d'une certaine manière, c'était un peu mon maître, avec Bruno Foucard, et d'une certaine manière aussi avec Maurice, qui m'a appris un peu le métier d'historien dans mes jeunes années, hein, c'est-à-dire que, finalement, entre le discours du mouvement moderne et la réalité du terrain, il y a souvent deux lectures complètement différentes. Et au Treil, on a une Arcadie qui fonctionne avec ce rêve partagé. Et Annette Gruner, à la Grande Maison, proposé donc des espaces collectifs où il n'y a pas de chambre, où on ne dort pas. Et cette maison travaille le paysage avec ses grandes enfilades, cet espace un peu basilical.
Et quand on est à Bargental, qui est la maison personnelle d'Annette Gruner, là on sent le caractère très très prononcé d'Annette Gruner, qui voulait une chambre autour de laquelle gravite toute la maison. Et la maison de Bargental, c'est un grand avec la chambre d'Annette Gruner au plein milieu, et tout gravite autour. D'une certaine manière, c'est la chambre, enfin excusez-moi, c'est pas du tout du manquer de respect que de dire c'est la chambre du roi Soleil, d'une certaine manière. Et Pierre Barbe a composé ce plan qui est assez atypique dans son travail, lui qui aimait les enfilades à la Blondel, qu'on voit dans les maisons qu'il a construites, notamment en Belgique. Et là, il y a une sorte de rencontre entre la volonté d'Annette Gruner de faire graviter le projet d'Étreilles autour de sa chambre, là où elle crie, là où elle médite, et tout le domaine d'Étreilles gravite autour de la chambre d'Annette Gruner, gravite autour de Bargental. Et là, on voit Annette Gruner et Pierre Barbe régler leurs deux horizons. Voilà. Mais encore une fois, il y a un troisième personnage, c'est Henri Fiche. Voilà. S'il n'y avait pas eu Fiche, à mon avis, aujourd'hui, le domaine d'Étreilles serait qu'une somme de maisons. Très belle, très bien construite, mais c'est Fiche qui les trame, qui les met dans tout cet horizon culturel. On en reparlera, mais pour finir, ce qui est intéressant de noter, c'est que Pierre Barbe a un peu la même démarche à Vinagre. Ça fonctionne moins bien parce que Pierre Schoenberger est loin, ça se termine mal pour des raisons qui sont personnelles à l'histoire de Pierre Schoenberger, mais il y a toujours ce rêve d'une Arcadie, et avec cet appel à des artisanats qui donnent cette vérité tactile à l'architecture. Pierre Barbe détestait utiliser des ordres antiques, ils sont implicites dans les proportions, mais il est rarissime qu'on voit chez Pierre Barbe une colonne. Où est-ce qu'on voit les colonnes et les pilastres chez Pierre Barbe? Peut-être chez Lagacan à Gouvieux, et encore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment pour lui le classicisme est quelque chose qui est un peu subliminal. Ça apparaît dans les ombres de nos mémoires, et ça recule dès que ce classicisme serait un petit peu trop présent. Il faut que ça soit une toile de fond qui évoque, qui enchante, mais surtout ne pas le montrer, qui ne soit pas démonstratif. Voilà. Et ça, c'est toute la science de Pierre Barbe, d'avoir réglé la distance au classicisme. Voilà. Et le domaine d'Étreilles, qui est l'une de ses dernières grandes œuvres, puisque c'est achevé dans les années 80, enfin, si tant est que ça puisse être achevé un jour, le montre vraiment dans la pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement simple. Certains vont dire oui, mais c'est un peu protestant. Mais non, la question n'est pas là. C'est extrêmement simple, extrêmement précis, et ça vieillit dans la précision. Voilà. Bon, on en reparlera. Je ne voudrais pas monopoliser. Merci donc d'avoir rappelé cette trilogie formidable qui préside au Treilles. Annette Schoenberger, le paysagiste, l'architecte, voilà. Et là, je vais essayer de faire une transition audacieuse, de passer du chiffre 3 à Da Vinci Code, mais pourquoi pas. En passant la parole à William, qui lui a exploré les Arcadies mystérieuses, les mystères des Arcadies, où ces lieux on pénètre difficilement, ou pas du tout, même parfois, et qui nous a présenté lors de ce colloque, et peut-être une des plus mystérieuses, et c'est quand même la Bessonnière, non? La plus médiatique au moins, c'est sûr. C'était intéressant aussi, c'était ce qui a guidé un petit peu aussi après le livre, lorsqu'on a pu le monter. C'était le tableau de Poussin, évidemment, avec Etnia Cardiago. Et on voyait que souvent derrière l'Arcadie, il y a quand même aussi une forme de... Enfin, c'est un moment parfait, mais justement la perfection, est-ce qu'elle va durer? Et donc il y a une forme d'un peu d'angoisse, aussi d'inquiétude par rapport à cette perfection. Et c'est vrai que le paysage assez parfait et sublime évoque aussi une certaine peut-être angoisse quand même justement d'un moment figé, et qu'est-ce qui peut se passer après quand tout est si beau, quand tout est si bien. Également, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'utopie, c'est le pays nulle part, le lieu qui n'existe pas. Et ce qui est intéressant par rapport à la notion d'ésotérisme, disons, si j'utilise ce mot, c'était aussi des architectures qui essaient d'être créées en dehors du monde et en dehors du temps. Et justement, l'espace sacré, c'est un lieu qui est en dehors de l'espace commun, c'est l'espace qui est à côté, mais c'est également l'espace qui, quelque part, est en dehors, mais qui, du coup, n'existe pas. Donc, il y avait aussi ce qui peut être
intéressant, c'est aussi la limite entre le monde, disons, courant et habituel, disons profane, et après le fait de pénétrer dans un intérieur et qui est, lui, est fermé. C'est pour ça que souvent, on voit dans ces architectures-là, il y a une très grande attention qui est portée à la porte, puisque c'est vraiment l'endroit où on se sépare. Donc souvent, il y a les dragons, les sphinx, voilà, il y a tous ces monstres qui permettent de faire le passage d'un monde à l'autre. Et il y a notamment une maison qui est très très intéressante à Sintra, au Portugal, qui est la Quinta da Regalera, dans le portugais très mauvais, qui est vraiment un lieu magique, au sens propre, déjà par le site, qui est aussi un très beau paysage, et qui a été créé en partie par des décorateurs aussi de théâtre. Donc il y a aussi ce côté, qui est peut-être un peu... qui est un peu artificiel au départ, mais artifice aussi dans le sens art artistique recherché. Et il y a notamment il y a un gros rocher comme ça, qui est un peu étonnant et intriguant. Et en faisant jouer un petit peu les parois, il y a une porte qui s'ouvre, une porte dissimulée dans la roche. Et là, on découvre une tour qui est assez haute, puisqu'elle fait presque 30 mètres de haut, mais qui est inversée. Et donc justement, ce que voulait le propriétaire, c'était de dire qu'il faut descendre dans la terre. Et on va avoir justement cette notion d'impression de taille, de dimension, mais plutôt par le creux. Et donc on peut descendre, une très joli escalier comme ça qui s'enfonce. Et là on arrive en bas et on se dit que peut-il nous arriver, puisque une fois qu'on est en bas, c'est comme être en haut d'une tour. Après on peut s'envoler, mais ça arrive pas à tout le monde non plus, donc c'est pas toujours évident. Et donc là en fait on découvre aussi quelques petits passages, et à force de passer dans des grottes, on peut traverser un petit lac aussi. Voilà, et donc il y a une notion un peu de initiatique avec la purification par les éléments, comme on peut retrouver même dans la flûte enchantée par exemple de Mozart, qui est vraiment une œuvre qui est sublime pour ça. Et on va ressortir et d'un coup on est dans la lumière. Et donc il y a tout ce passage aussi justement qui rappelle l'alchimie, avec également cette devise assez célèbre, comme on dit, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc justement l'effet de la tour, il y a un inversement en fait de tout ce qui fait en fait l'habitude de l'architecture, une architecture en creux qui est assez intéressante. Après, on avait étudié également un lieu qui est assez intéressant, c'est le domaine des Avenières, qui est aujourd'hui un très bel hôtel, donc qui est très agréable, qui se trouve près d'Évian. Et c'était une riche américaine, une héritière, qui avait récupéré donc cette très belle maison, qu'il avait fait construire et autres, et qui s'est mariée avec un Indien un peu étrange, à Sandina. Donc déjà, ça faisait un mariage un peu détonnant aussi pour la région. Donc c'était aussi un lieu qui était assez fermé parce que voilà, tout le monde ne voyait pas si bien aussi cette alliance qui avait pu être faite. Et Sandina, lui, a décidé d'utiliser la chapelle du château, qu'il a transformée, et il a fait réaliser sur les murs du château, les murs de la chapelle, pardon, il a fait représenter en mosaïque les arcanes des tarots, mais échelle humaine. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous voyez les personnages qui sont sur les cartes des tarots habituelles, vous les retrouvez mais taille humaine. Et donc c'est un effet qui est assez impressionnant, et il y a notamment une partie, disons l'ancienne partie de l'hôtel, le chœur, qui est devenue la chapelle dorée. Et il y a aussi toute une symbolique qu'il fallait trouver, mais qui est toujours complexe, parce que on manque souvent de traces écrites. Alors faire l'histoire d'une manière scientifique du domaine ésotérique, c'est très dur, parce que souvent les documents manquent, qu'ils aient été détruits ou qu'ils n'aient même pas été réalisés. Et souvent, il y a plein de suppositions possibles. Et ces suppositions font que des fois, on peut prendre des pistes qui sont passionnantes, on entrouvre des portes sur des domaines extraordinaires, mais parfois aussi, on se retrouve un peu dans une impasse. Et c'est vrai que toutes ces questions de secret, mystère et autres, quoi de mieux que Rennes-le-Château avec ce fameux abbé Saunière, où on a tout dit sur l'abbé Saunière, qu'il aurait trouvé le trésor des Templiers, des Cathares, enfin voilà, que c'est extraordinaire. Il y a eu comme des visites assez étonnantes aussi, puisqu'on voit que par exemple François Mitterrand, à peine élu, va tout de suite à Rennes-le-Château, donc c'est quand même étonnant dans un petit village charmant de l'Aude, mais qui est pas forcément impressionnant. On voit l'entrée de l'église aussi qui a été réalisée, où justement il y a marqué alors, ce lieu est maudit. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais bon, quand on le rattache après à la Bible et autres et qu'on commence à décortiquer, on voit qu'en fait c'est justement l'extérieur plutôt. Et lorsqu'on rentre, on a un diable qui sert de bénitier, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Et d'ailleurs qui déchaîne les passions, parce qu'on voit encore il y a quelques mois, le diable a encore été l'objet de vandalisme. Donc il est très souvent détruit, attaqué, enfin voilà.
c'est un lieu qui déchaîne toutes les passions et autres. Et c'est juste à côté aussi, ils attendaient surtout volantes. Enfin bon, voilà, il y a des choses assez amusantes. Mais en même temps, ce qui était aussi pertinent, c'est que c'était les propriétaires avaient su faire travailler des artistes qui étaient quand même assez intéressants. Et il y a des œuvres assez remarquables. Après, lorsqu'on partait aussi, même si là ça n'a plus vraiment de rapport avec l'ésotérisme, mais c'était l'utopie, c'était également dans la tête des commanditaires, et c'est aussi un besoin d'évasion peut-être, et c'était justement le travail que j'avais pu mener sur les châteaux construits par Louis II de Bavière, qui sont un peu aussi une fuite en avant par rapport au monde réel, et j'ai essayé de les mettre en rapport à chaque fois avec les opéras de Wagner, et notamment par exemple Parsifal. Ce qui est intéressant, c'est justement de relire Wagner, non pas simplement comme un musicien, mais aussi peut-être comme un initié, à quoi je ne sais pas, mais en tout cas des mystères particuliers. On sait peu par exemple, mais qui voulait préparer un opéra sur Bouddha, par exemple. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez original à la fin du 19e siècle. Et donc, on voit par exemple Louis II était complètement obsédé par l'image de la monarchie absolue. Il se rêvait comme ça en roi autoritaire et autres, et se rapprochait beaucoup, il aimait beaucoup Saint-Louis et Louis XIV. Donc par exemple à Linderhof, un de ces châteaux, lorsqu'on rentre, on est accueilli par Nec pluribus in par, enfin voilà, donc tout ce vocabulaire et ce vocable Louis XIVien qui est assez étonnant. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours le château le plus difficile d'accès, l'endroit le plus loin possible, voilà. Ce qui est très intéressant aussi là pour les restaurations, c'est Erel Kimsey, le château qu'il a fait sur une île. Donc là, c'est une vraie île cette fois-ci, au milieu d'un lac, et qui est inspiré, copié en fait de Versailles. Donc c'est vraiment la copie parfaite de Versailles qui n'a pas été achevée. La Galerie des Glaces est quand même un peu plus longue, parce que quand même Louis II se voulait l'équivalent de Louis XIV, mais un peu mieux. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple qu'il a fait reconstruire l'escalier des ambassadeurs, qui a été démoli lors des travaux d'aménagement de Versailles. Et donc c'est quand même très intéressant pour l'historien de l'art d'aller voir qu'est-ce que ça pouvait être aussi, même si c'est un petit peu imaginaire évidemment et imaginé, mais de voir qu'est-ce que c'était aussi que franchir les degrés de l'escalier des ambassadeurs. Donc ça vaut le coup aussi d'aller en Bavière pour faire ce genre de visite. Et donc du coup, je pense que dans tous les domaines qu'on avait étudiés aussi, il y a toujours cette part de déraison, de fuite qu'on peut retrouver. On a vu Larnaga, on voyait même Le Corbusier, on a vu aussi la disparition dans la mer, Le Corbusier. Et à propos d'Arnaga, peut-être tu peux nous dire un petit mot, tu veux bien? Oui, Claude. L'idée c'était un petit peu de. J'avais joué le rôle du professeur du briseur de mythes dans ce colloque. C'est-à-dire, effectivement, l'idée c'était de. On a cette image des maisons d'écrivains, qui sont là, pour revue aérienne de Larnaga, c'est une nouvelle qui est très ordonnée, etc., au milieu de cette nature vaste, cette traduction, ces montagnes tout à fait impressionnant. Et là, on est parfaitement dans le domaine du colloque, de l'utopie de l'Arcadie. Et moi, mon idée était un petit peu par rapport à ces maisons d'écrivains, on a très souvent le cas, c'est le cas pour Malaparte, etc. On a vraiment l'idée reçue que c'est vraiment le maître d'ouvrage qui a été le principal concepteur de son domaine. Et c'est le cas pour Capri, c'est le cas pour Arnaga, où tout le monde pense effectivement que Rostand est le principal organisateur de son utopie de basque, d'Arnaga. Effectivement, le domaine que a fait, c'est une visite aussi extraordinaire, la visite d'Arnaga, de ce jardin, de cet intérieur. Et alors, l'idée, c'était de montrer que on a vraiment une gamme de dessins de Rostand qui montre bien les différents espaces qu'on pense qu'il a conçus. Mais en fait, tout cela, on s'aperçoit en creusant un petit peu les choses qu'il s'est adjoint à un architecte de très très grand volet qui est Tournaire, qui construit notamment le tribunal des orfèvres dans l'îlot judiciaire parisien, qui est vraiment un architecte de très très grande
volée, de très grande tenue, et qu'on s'aperçoit que finalement les dessins de Rostand sont des aménagements à partir de choses déjà construites par Tournaire, et que tout cela, effectivement, que derrière l'utopie de l'écrivain, il y a vraiment une architecture extrêmement savante et extrêmement précise, et qui en dit beaucoup sur aussi le régionalisme basque, dont c'est un élément tout à fait important. Et voilà, donc là, c'était un petit peu l'idée de montrer que derrière l'utopie d'écrivain, il y a aussi une œuvre d'architecte, un architecte d'un des plus grands de sa période, donc avec des parallèles comme je disais, avec Malaparte et donc Adalberto Rivera, qui est le grand architecte qui est derrière David Capri, et aussi l'exemple tout à fait inverse, à la même époque que Rostand, de Bonnier avec Gide. Gide fait construire sa maison par Bonnier, et Gide n'a pas de mot assez sévère pour ce qui s'est passé. C'est vraiment une œuvre, là aussi une œuvre majeure de l'histoire de l'architecture, cette maison de Gide. Et donc il y a des entretiens que Gide donne à Jean Amrouche à la fin de sa vie, et il parle de Bonnier comme cet architecte du gouvernement avec une espèce de mépris très très grand pour ce qu'il avait pu faire pour lui, malgré tout, malgré la commande très précise de ce qu'avait pu faire Bonnier pour Gide. Donc voilà, c'est un petit peu ces choses-là que j'ai pu montrer. Mais la maison de Rostand, moi que j'aime beaucoup aussi parce que c'est le contraste intérieur-extérieur. Extérieurement, elle donne le modèle de ce que vont être les grandes villas des années 10, 20, 30. Il est le premier à établir, grâce à son nom, on pourrait dire, cette typologie d'une maison de Rostand. Et l'intérieur, on est dans un monde plus beaux-arts. Mais là, on a vraiment on est dans la continuité de ce qu'on peut appeler un éclectisme domestique. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, toute la fin du 19e, on a cette idée d'association, vraiment d'une pièce d'habitation avec un style de prédilection. Voilà, la salle à manger est forcément un peu Renaissance, le salon est un peu forcément Louis XV, etc. Il y a vraiment quelque chose de très extrêmement fort. Et donc ça, c'est là, parce que la volonté aussi communautaire était là, et la volonté du mode de vie bourgeois aussi l'entraîne. On a ça aussi à la villa Salinera et Tari, qui est aussi dans ce genre, le même genre de pratique de l'éclectisme domestique. Et tout ça se combine, et de façon extrêmement savante, extrêmement originale, extrêmement tenue par l'architecte, avec effectivement un extérieur, comme tu dis, qui est vraiment un manifeste du néo-basque. Avec là, Tournaire a tout compris. On est en 1900, vraiment le néo-basque aura son heure de gloire quand même quelques décennies plus tard. Et là, il a vraiment compris tous les enjeux, la façon dont le rapport au modèle, qu'est-ce qu'on peut, entre le modèle et la programme moderne, qu'est-ce qu'il y a comme discordance, comme concordance, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer du modèle basque. Et au contraire, il faut arriver à transcender pour que les choses puissent s'adapter à une villa quand même de grande ampleur, qui n'est pas quelque chose de la métairie du basque. Donc là, il y a vraiment un travail extrêmement savant et extrêmement impressionnant, je trouve. Et effectivement, comme tu dis, avec cette économie intérieure-extérieure, mais qui est quand même tenue. Le plan est articulé avec la rotonde de l'escalier qui fait une espèce de verrou du plan. Tout ça est vraiment, on a vraiment un manifeste de l'architecture française dans tout ce qu'elle a pu donner dans toute sa beauté depuis des siècles et jusqu'au XXe siècle. Et lorsque le fils d'Edmond Rostand revisite la villa de son enfance, il va déclarer « Mon Dieu, comme mon père avait mauvais goût en peinture ». Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les peintres qui ont travaillé là sont des peintres extrêmement intéressants. Ils ont été redécouverts à partir des années 70, 60. On s'aperçoit en fait qu'il n'avait pas du tout mauvais goût, mais qu'il a choisi des peintres qui étaient, c'était pas Picasso, c'était pas Derain, mais au fond, son goût n'était pas si mauvais que ça. Voilà. Et ça, on a la même chose. Voilà, une exposition tout à fait. On a quelqu'un comme Bruyas à Montpellier, donc le grand collectionneur de Courbet, de Lacroix, etc. Et aussi qui collectionne Cabanel. Il a parfaitement compris que tous ces gens-là, c'est des gens très importants. Et au XXe siècle, après, on a dit, mais quel mauvais goût, effectivement. Bon, d'accord, Courbet, d'accord, de Lacroix, mais pourquoi il s'intéressait à ce peintre académique, pompier, etc. Mais non, il avait raison. Il a été vraiment très très loin avec Courbet, donc le portrait sous
distribution, etc. On le voit effectivement où ils vont jusqu'à l'os, jusqu'à l'essence de ce que peut être l'art au XIXe siècle. Mais en fait, il a effectivement parfaitement compris que tout ça, c'est aussi du grand art, et effectivement, Castor a compris ça aussi, même si au 1906, effectivement, on peut penser qu'on est un peu rétrograde, mais c'est aussi la peinture, et comme il dit, la peinture, la grande peinture. Oui, je trouve dans cette maison de Rostand, il y a un vrai sujet pour les historiens, Jean-Baptiste, c'est, je trouve, la chambre d'enfant, qui est absolument exceptionnelle. Et il faut imaginer que la chambre d'enfant, après 1914, deux gens un peu autour, des gens comme Sauvage qui intéressent, mais après 1914, il y a deux programmes nouveaux qui entrent dans le domaine de l'architecture, la chambre d'enfant et le bar intérieur d'appartement. Le bar d'appartement, pourquoi arrive-t-il? D'abord parce qu'il y a eu alcool d'Apollinaire. Et tout d'un coup, l'alcool est devenu acceptable. Hein, c'était plus l'absinthe, c'était l'alcool. Et on va voir ce programme, et tous vont s'y pencher. Hein, Joe Bourgeois, tous ils vont être Perriand, tous vont faire des bars d'appartement, et tous vont faire des chambres d'enfants. Et c'est un sujet que dans la maison de Rostand, et c'est un peu une synthèse, puisqu'au fond, les murs sont illustrés par des comptines. Hein, c'est les chansons, le roi des Gobert, etc. Voilà. Et qu'on va retrouver de nouveau dans les années 20, qui va rappel, parce qu'au fond, on s'intéresse à l'enfant, donc on s'y intéressait pas beaucoup avant, parce qu'il était géré par le personnel et par d'autres. Mais c'est une maison qui a, je trouve, encore un grand potentiel, par aussi son caractère étrange, quand même. Parce que vous avez une maison basse qui est à l'intérieur, vous avez ça, je veux dire, ça n'a aucun sens si on y pense à une seconde. Voilà, on entre on pousse la porte et on est dans un domaine des faits, voilà. Et vous verrez dans ce livre, on a, je dirais, avec Bruno, il nous semblait intéressant au début parce qu'il n'y avait pas assez d'Arcadie, de faire un texte un peu plus général qui rappelle qu'il y en a eu d'autres. En dehors de l'architecture, est-ce que vous avez souhaité dans l'architecture quelque chose qui fait référence à la philosophie, toute une série d'lignées de penseurs, depuis Thomas More, l'utopie, et voilà, moi ça m'intéresserait de savoir ce qui a motivé en fait de traiter par des exemples de l'architecture ce thème de l'utopie que l'on trouve dans quantité de mouvements intellectuels. Oui, ce qu'on a traité dans ce livre, c'est l'utopie domestique. Essentiellement, on s'est tenu à l'écart, je dirais, des grandes utopies. Pourquoi? Parce que d'abord, elles ont déjà été beaucoup analysées. Il y a 2 ans, c'était l'année Thomas More, il y a eu quantité d'expositions de livres. Et que d'un autre côté, l'utopie, comme vous savez, est une approche très difficile, parce qu'elle est souvent liée à une pensée extrême. On vous dit comment on doit vivre le monde. C'est pas l'utopie fonctionnaliste, par exemple, qui a sévi au XXe siècle, et qui était l'idée que on pouvait isoler les fonctions pour mieux comprendre l'ensemble. C'est comme si on démembrait un homme pour comprendre comment il fonctionne. Ça n'a pas de sens. Et c'est un échec considérable en matière, par exemple, d'architecture ou d'urbanisme, cette pensée fonctionnaliste. Si on regarde les grands dessins utopistes qui sont magnifiques à voir, je vais en Santelia, ces grands dessins utopistes, c'est toujours la même chose. C'est une rue qui part d'on ne sait où et qui arrive on ne sait où. Et au milieu, il y a des avions, il y a des fils électriques. Et donc, cette pensée... alors, on pourrait dire qu'à côté de ça, il y a des dystopies, c'est-à-dire les utopies négatives. Métropolis, on se rend compte qu'au fond, le système capitaliste tient par des esclaves dans les caves. Donc, voilà, mais c'est un sujet qu'on n'a pas voulu aborder ici. Oui, bien sûr, dans l'introduction, on a parlé de Thomas More, parce qu'on n'y coupe pas, mais on s'est limité à ces utopies en vase clos, ces utopies non dangereuses, pourrait-on dire. Ces utopies heureuses. Ces utopies acceptables et heureuses, avec parfois, je dirais, des caractères un peu mystérieux, voilà, qu'on a évoqués. Mais donc, on ne s'est pas aventuré dans ce grand domaine.
c'est toujours attirant les utopies parce que ça produit de belles images. Voilà, des images. Il y avait récemment à Turin une exposition sur Frank Lloyd Wright et l'Italie. Et dans cette exposition, il y avait toute une salle consacrée au gratte-ciel de Frank Lloyd Wright. Mais il n'y avait pas un seul mot sur ce que pensait Frank Lloyd Wright des gratte-ciel, que c'était le bâtiment anti-américain par excellence. Il l'écrit dans tous ses textes. Et s'il l'en fait, lui, c'est parce qu'il est construit au milieu du désert, il n'est construit pas en ville. Donc, voilà, c'est très compliqué, si vous voulez, ces visions de je ne sais pas, le Corbusier rêvait d'un homme nouveau, pas d'une femme nouvelle, vous avez déjà remarqué ça. J'avais envie de vous poser la question, justement, parce qu'il n'y a pas, est-ce que ça vous a semblé, dans ces utopies domestiques, reproduire les schémas de la société dominante, ou au contraire, essayer d'inventer autre chose? Une répartition des conventions des sexes, un changement. Voilà. Quelle est la place de la femme par rapport à l'homme dans ces utopies? Est-ce que c'est très conservateur, ceci? Madame Braille. Madame un peu sociologue, tu le connais. Pas au trail. Pas au trail, non. Je pense justement, les traits apportent une bonne réponse d'une femme qui a eu cette idée de faire une fondation extrêmement ouverte. Oui. Et ouverte à tous, Gouvernée par des femmes. Des femmes, donc. C'est jusqu'ici gouverné par des femmes. Ça va pas durer. Dans le cas du rêve de l'oiseau, pour répondre à votre question, c'était d'ailleurs une allusion que je faisais dans le parallèle entre les deux utopies varoises. Là, il y a de façon explicite un rapport à la féminité, puisque les pièces sculptures que fait Nikita Saint-Phal, certes pour Rainer van Essen, certes avec Jean Tinguely, mais sont des sculptures qui sont entièrement tournées autour de la question de la féminité, puisque l'une représente une femme enceinte, puisque la sculpture Biclaris, c'est une représentation de son amie qui était enceinte à ce moment-là, et ainsi de suite, y compris jusqu'à la cuisine, dans une sorte d'humour incroyable, puisque cette sculpture, qui est la sculpture qui accueille la pièce cuisine dans le rêve de l'oiseau, il n'y a pas la photo dans le livre, mais je l'avais montré, quand on ouvre la porte, justement, donc derrière une sorte de truc un peu dégoulinant de dorure et de formes plus ou moins étranges, on a une cuisine, alors à l'époque je pense qu'IKEA n'existait pas, mais enfin c'était l'équivalent, totalement tiré au cordeau, et l'effet est saisissant, et évidemment ne procède pas du hasard, dans un rapport justement qui était un trait d'humour par rapport à la fonction cuisine et à la manière dont, dans le cas particulier, Rainer van Essen faisait sa cuisine lui-même. Et là où on a une inversion du rôle entre le côté fonctionnel et un peu utilitaire de la cuisine, et au contraire, l'aspect féminin des sculptures, et qui ne sont pas une interprétation. Nikita Saint-Phal l'écrit, évidemment, c'est un rapport à toute une histoire très compliquée qui venait de la relation entre Rainer van Essen et Nikita Saint-Phal dès la documenta Cassel et autre chose, qui était un message politique, bien qu'étant une architecture de résidence secondaire, et donc de villégiature. Voilà, comme vous voyez, on n'a pas épuisé le sujet. Encore beaucoup à faire. Voilà. Tu veux dire un petit mot, non? Et je voulais juste dire que nous avons attendu ce livre avec espoir, enfin une alternance d'espoir et de désespoir. Et je suis effectivement très contente que Bruno Foucart ait pu le voir. En fait, c'est en découvrant le texte de Bruno Foucart sur les traits, le premier texte qu'il a écrit, que j'ai d'abord eu l'idée de le faire écrire dans le livre des traits que nous avons édité, après celui d'Anne, et qu'ensuite je me suis dit qu'après ce texte qu'il a fait pour le grand livre des traits, qui est disponible là, qui était donc le second texte qu'il a fait sur le trait, le premier il a fait spontanément, le deuxième je l'ai un peu arraché déjà, et puis j'avais senti qu'il n'était pas, il n'avait pas tout dit, il n'avait pas tout pensé sur les traits. Donc c'est à la suite de ce deuxième texte pour le livre des traits que je lui ai dit mais pourquoi ne pas aller plus loin et faire un séminaire. Et ensuite,
il y avait aussi le fait que du vivant de Matt Brunner avait eu lieu un premier séminaire sur l'architecture au Treil, où il y avait Renzo Piano, entre autres. Donc, je souhaiterais personnellement, je l'ai dit d'ailleurs dans ma postface ou préface, je ne sais plus ce que je fais, qu'il y ait d'autres séminaires sur l'architecture, parce que manifestement, c'est aussi un lieu pour réfléchir sur l'architecture, et pour travailler sur l'architecture et ses rapports avec tous les autres disons, matières, disciplines dont on parle au Treil, la littérature, même la science, enfin, pourquoi pas toutes les sciences. Et donc, bien sûr, la photo. Donc, je souhaiterais que ce deuxième séminaire, qui a donné ce magnifique, que je suis extrêmement fière qu'on ait pu le soutenir et nous permettre, c'est vraiment un livre majeur, soit que le deuxième n'est pas le second. C'est un appel général. Il est entendu. Et parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'architecture et nous n'avons jamais terminé de dire des choses sur l'architecture. Et donc on a évoqué plusieurs sujets. Chambre d'enfants. Il n'y a pas de chambre d'enfants au Treil, mais il y a une maison des enfants, un grenier d'enfants, etc. Et donc les enfants, c'était important aussi. Dans les bars, Les bars d'appartement.